Est-ce que c'est mieux? Non, c'est ici. Je prends celui-là. Le filaire? Oui, il est mieux, je pense. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ces témoignages très forts. C'est dur de prendre la parole. Derrière, surtout que je suis Anne Stambach-Carmin, députée de la 2e circonscription. Je tiens à préciser en préambule, en toute humilité, que je n'ai aucune compétence initiale en matière de psychologie. Donc je vous demande votre indulgence. Je vais juste vous livrer le fruit de ma réflexion, notamment depuis ma première année de mandat, puisque je me suis beaucoup intéressée à la question de la santé mentale, et en particulier de la santé mentale des jeunes. Je m'y suis intéressée, pourquoi? Parce que je suis comme tout le monde, j'ai vu les alertes multiples dans la presse, notre jeunesse va mal, il y a eu c'était une étude dans Santé publique France en février dernier, qui disait que parmi les 18-24 ans, un jeune sur 5 disait avoir souffert de troubles psychiques dans l'année, et même 1 sur 4 parlait d'idées suicidaires. Donc on est quand même sur des signaux d'alerte assez lourds. Je dis une banalité, mais en fait la jeunesse, normalement, c'est notre avenir, donc ça nous concerne tous. Et je sais bien qu'il y a évidemment un avant-après Covid, ça, je pense que vous êtes bien placé pour savoir, absolument tous les professionnels en conviennent, et c'est pas tellement étonnant, puisque c'est justement un moment où, du fait du confinement, il y a eu une énorme rupture du lien social, ce qui me paraît fondamental, mais j'y reviendrai plus tard. Mais bon, du coup, moi, face à ça, la question que je me suis posée, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait à nos jeunes? Voilà, pour le dire simplement. Et bon, ma réflexion m'amène à me dire que c'est une question à la fois très sociale et très politique, et qui dit beaucoup de choses de nous en tant que société. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines, Emmanuel Macron, quand il a été interrogé par Hugo Décrypte, ce jeune youtubeur, il a été interrogé justement sur la question de la dégradation de la santé mentale des jeunes, ce à quoi il a répondu que selon lui c'était la faute aux réseaux sociaux, aux écrans, et une incapacité à gérer la frustration. Bon, outre le fait que c'est extrêmement paternaliste comme réponse, en réalité, c'est pas des causes, là, ce qu'il évoque, c'est potentiellement des symptômes, en fait, d'un mal-être. La question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi, éventuellement, les jeunes, s'ils disent vrai, se réfugieraient dans les écrans, etc. Il y a une cause sociale qui me paraît frappante, c'est tout simplement la hausse de la précarité. Elle touche toute la société en ce moment, mais particulièrement la population étudiante. Ici, à Toulouse, on est la 2e ville étudiante de France, et on est aussi, sans surprise, la 2e ville la plus touchée, donc après Paris, par la précarité étudiante. Aujourd'hui, il y a un étudiant sur 3 qui est obligé de travailler pour pouvoir payer ses études, c'est colossal. Ça, c'est aussi en lien avec le fait que les frais d'inscription ne cessent d'augmenter. Les études l'université gratuite, ça n'existe plus aujourd'hui. Et derrière ça, ça veut dire du stress, ça veut dire de la fatigue, ça veut dire de l'angoisse, de la peur de l'échec et des échecs possibles, puisque évidemment, le temps qu'on passe à travailler pour un emploi salarié, on ne le passe pas pour étudier. Un étudiant sur 2 qui dit sauter des repas pour pouvoir tout simplement finir ses fins de mois. Et là, pour le coup, vraiment, en tant qu'élu, je reçois énormément de témoignages, notamment de bénévoles des Restos du Cœur ou d'autres bénévoles dans les banques alimentaires qui parlent de ça, de la file des jeunes, donc des étudiants notamment, qui voient s'allonger et que ça fait peur, quoi. Et derrière, il y a aussi la question du logement. À Toulouse, par exemple, les loyers sont absolument prohibitifs si vous n'avez pas un logement Proust. Les logements Proust, il n'y en a pas du tout assez. Bref, ça, c'est une angoisse terrible. Pareil, j'ai énormément de témoignages d'acteurs sociaux qui me parlent de coups de fil d'étudiants désespérés à la rentrée. J'ai pas de logement, je sais pas ce que je vais faire. Sans compter qu'il y a des rentrées tardives. Des fois, on découvre en septembre qu'on va se retrouver à l'autre bout de la France, et il y a tout ça à gérer. Donc tout ça est source d'une énorme angoisse. Et je rappelle là encore, parce que en politique, là, un des premiers gestes d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat, ça avait quand même été de baisser le montant des APL, des aides au logement, qui sont primordiales pour les étudiants. Bref. Ça déjà, c'est un climat global qui fait qu'on ne peut pas, je pense, étudier dans une grande sérénité dans notre pays. Un autre phénomène qui me paraît marquant, c'est celui de l'éco-anxiété. Il y a une étude de Lancet en 2021 qui disait que à peu près 59% des jeunes à travers le monde se disaient affectés par cette difficulté donc à se projeter vers l'avenir du fait de l'urgence écologique dont on est tous témoins aujourd'hui. Je discutais encore tout récemment la semaine dernière avec des étudiants, et beaucoup me disaient que, par exemple, ils se disaient qu'ils n'auraient pas d'enfants. Non pas parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir d'enfants, mais parce qu'ils pensaient que leurs potentiels enfants n'auraient pas d'avenir. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est un signal extrêmement fort de renoncement
projet, en tout cas pour une génération future, qui devrait tous nous alarmer. Et ça aussi, c'est éminemment politique, parce qu'on voit bien, on croule tous sous les annonces des scientifiques, qui ne cessent de nous parler d'accélération du changement climatique, d'accélération de l'effondrement du vivant. Et derrière, les réponses politiques, c'est, enfin, en tout cas, on parlait de la France, mais malheureusement c'est assez généralisé, c'est une forme de statu quo et d'inaction insupportable. En l'occurrence, notre gouvernement a été condamné 2 fois pour inaction climatique, encore je crois en mai ou juin dernier, justement pour inaction face à l'effondrement du vivant. À côté de ça, on donne la Légion d'honneur à M. Pouyanné, le patron de Total, qui commet des dégâts écologiques majeurs. Finalement, on revient sur le glyphosate, on va continuer. Là, on nous a parlé soi-disant de planification écologique il y a à peine quelques jours. C'est pas de la planification. Il n'y a aucune mesure structurelle, aucune pensée, il n'y a rien à quoi se raccrocher en fait pour se dire on va changer les choses, on va avancer. Nous, à la NUPES, quand on parle de planification, c'est ça qu'on veut dire, c'est-à-dire se dire bon voilà, on est face à ce défi-là, donc qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on organise dans notre société, qu'est-ce qu'on met en place comme agriculture, comme industrie, etc., pour faire face. Et là, on en est loin, on est, encore je le disais, dans un statu quo qui est hyper angoissant, je pense, pour la jeunesse. Et d'ailleurs, ils sont nombreux finalement à trouver eux-mêmes la solution, c'est-à-dire d'essayer de redevenir acteurs. C'est ce que permettrait une véritable politique de planification par ailleurs, mais on voit de nombreux jeunes s'investir dans la lutte pour le climat, pour l'écologie de manière générale, pour le vivant. On pense tous à la figure emblématique de Greta Thunberg qui a eu une ampleur internationale, mais moi je le vois en tant que députée qui travaille sur des sujets écologiques beaucoup, je travaille avec beaucoup de très jeunes et qui sont extrêmement compétents en plus sur des sujets hyper pointus, hyper techniques, et puis il y a tous les militants, mais ça rejoint ce qui a été dit plus tôt dans la vidéo, avec évidemment les soulèvements de la terre, des mouvements comme des collectifs comme Extinction Rébellion, Dernière Rénovation, ça c'est des gens très très jeunes, c'est autour de la vingtaine qui se mobilisent et à mon sens qui mettent en place ainsi une forme d'antidote à un mouvement dépressif, on va dire. C'est-à-dire on se met en action, on essaie de changer les choses. Et là, pareil, réaction politique, en tout cas du gouvernement en place, c'est la criminalisation. Ils vont en garde à vue, ils sont traités d'éco-terroristes. On parlait tout à l'heure de Sainte-Soline. Bon là, c'est vraiment l'exemple type de la violence, en fait, envers ces mouvements-là. Et d'une manière générale, une surdité totale. On le voit juste à côté de chez nous avec le projet d'autoroute A69. Vous avez certainement entendu qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont en grève de la faim depuis maintenant plusieurs semaines, sans que ça fasse réagir le gouvernement. J'ai aussi rencontré des syndicats étudiants, c'était en juin dernier, pour discuter, et je me suis pris une bouffée d'angoisse dans la figure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé sélection. Et là, j'ai l'impression qu'on touche aussi à un marqueur assez particulier de notre époque, en tout cas de notre époque récente. C'est cette généralisation de la sélection, de l'évaluation, de la compétitivité à tous les étages. Il faut rappeler qu'il y a eu Parcoursup qui a été mis en place en 2017-2018, et là, on vient de rajouter mon master, c'est mis en place là, cette année. Et c'est 2 processus qui ont les mêmes caractéristiques. Déjà, c'est une opacité complète. On ne sait pas pourquoi on est choisi, on n'est pas choisi, pourquoi notre dossier est pas retenu alors celui de notre copain, il l'est. Ça crée une incertitude complète, on ne sait pas où on va atterrir. Ça concerne des centaines, des milliers d'étudiants qui ne savent toujours pas à la rentrée ce qu'ils vont devenir. Donc une angoisse pour tout le monde, pour la famille autour. Derrière, ça les pousse potentiellement à l'abandon des études ou alors à se reporter vers le privé quand on le peut, bien sûr. Donc ce qu'il y a derrière aussi, là, c'est une reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on écarte les plus fragiles du système. Parcoursup, ça a provoqué, j'en parle de mon psy après. Parcoursup, ça a provoqué le recours à des coachs privés donc qui vous aident à vous y retrouver dans ces méandres de l'orientation. Mais il y a une étude de l'étudiant, par exemple, qui montre que la sélection, justement, au niveau du master, ça a fait qu'on a une perte de poursuite d'études de 11%. Et même les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur le disent, en 10 ans, on a obtenu une surreprésentation des élèves issus des milieux les plus favorisés parmi les masters comparés aux élèves en licence. Donc ça c'est pareil, ça en dit long. Et moi je reprends les termes d'une sociologue qui s'appelle Annabelle Alouche et qui parlait du marché de l'anxiété créé par ces processus de sélection. Et je trouve que ce sont les mots justes. C'est un marché de l'anxiété qui pousse donc justement éventuellement à recourir au privé ou à abandonner, enfin en tout cas qui crée un climat très compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Et à mon sens, c'est une volonté politique derrière. D'ailleurs, Madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, l'avoue, pour elle, il y a une recherche de l'excellence en fait, académique. Pour elle, cette sélection,
c'est en fait un passage obligé, on va dire. Il faut passer par ça pour pouvoir atteindre une excellence académique. En réalité, derrière, bien sûr, il y a aussi une politique austéritaire, hein, manque de moyens, pas assez de profs, enfin, toujours le même raisonnement. Mais cette sélection, du coup, moi, ce que je trouve frappant, et c'est pour ça que je parle de volonté politique, c'est parce qu'on la voit se généraliser et même arriver de plus en plus tôt. Je parlais de Parcoursup, mon master. Là, j'ai été très alertée en tant que députée par des élèves du secondaire qui n'ont pas d'affectation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est dans certaines filières technologiques, certaines filières professionnelles, donc au lycée, de nombreux élèves, c'est par centaines, par milliers au niveau national, hein, qui n'ont pas d'affectation, alors que leur dossier est bon. Je veux dire, le conseil d'école, le conseil du lycée dit que c'est OK, vous passez dans la classe au-dessus, vous passez dans l'option que vous avez demandé, et non, il n'y a plus de place. Donc, soit vous faites un autre choix, il y en a qui ont conseil de redoubler, enfin, honnêtement, il y a une vraie atteinte à la poursuite d'études, et d'ailleurs, la défenseur des droits a lancé une alerte au mois de juillet au gouvernement sur ce sujet-là. Donc, là encore, la sélection, de plus en plus tôt, et j'ajoute, regardez, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer tout récemment, on va faire encore plus d'évaluations dans le primaire. Et ça, voilà. Alors que tous les professionnels de l'enseignement le disent, ces évaluations, ça crée du stress complètement inutile pour les enfants, ça leur fait perdre du temps, eux, sur leur programme d'enseignement. Et voilà, c'est pour ça que moi, vraiment, j'y vois une logique globale. On doit être compétitif, on doit être sélectionné, et ça entraîne aussi une autre conséquence dont ont beaucoup parlé donc, les étudiants que j'ai rencontrés, c'est le développement de comportements nuisibles. En fait, c'est la baisse de la solidarité. C'est une forme de destruction du collectif, de l'entraide qu'il peut y avoir voilà, dans un groupe d'étudiants, par exemple, parce que ça génère une méfiance. Parce que quand vous vous dites que votre copain, là, Paul, ben, en fait, c'est potentiellement votre adversaire pour obtenir le master, par exemple, que vous voulez, ben, ça met en place des mécanismes qui sont nuisibles. C'est-à-dire qu'on m'a raconté des diffusions de fausses informations, par exemple. Voilà, tout simplement pour faire planter le copain, parce que tout le monde se retrouve en compétition avec tout le monde. Et ça me paraît extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'ai rencontré aussi les services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, donc les services de santé de l'étudiant, et ils l'ont confirmé aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils voient arriver en consultation, parce que c'est un service donc, qui met à disposition notamment des psychologues, et ils voient arriver en consultation des étudiants qui n'avaient aucun trouble, ni psychique, ni psychiatrique, avant de se retrouver donc, face à ces processus de sélection qu'ils ont extrêmement mal vécu. Et là, j'en arrive à la question des moyens. Qu'est-ce qu'on met en place face à donc, ces difficultés je pense que tout le monde peut relever. Ben là, par exemple, ces services me disaient que là, il y a une réforme au printemps. On leur donne encore plus d'étudiants à chapeauter, plus 35% d'étudiants à soigner. Et en fait, eux, ils avaient fait un calcul, ils ont demandé une enveloppe de 1,3 million, ils ont eu 360 000 euros. Voilà, là ça donne l'idée des moyens. J'insiste là-dessus parce que moi, en tant que députée, j'entends ça tout le temps. Hein. C'est pas une question de moyens, madame la députée, ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est souvent une question d'organisation, tout ça, enfin, vous savez. Voilà, là on voit bien partout qu'il y a une hausse de la demande, notamment en termes de psychologues, partout, dans tous les secteurs un peu de la société. Or, on a un nombre de psychologues complètement insuffisant dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les CMP, vous savez très bien, il y a énormément où on a des listes d'attente de parfois plus d'1 an. Et là, encore une fois, Emmanuel Macron, au moment du Covid, avait promis de doubler, par exemple, les psychologues dans les facs. Pareil, il ne s'est rien passé. La seule tentative de réponse, c'est donc le fameux dispositif Mon Psy. Donc je pense que vous connaissez le fiasco, puisqu'il a été construit sans vous, sans les professionnels, on ne va pas s'embêter avec ça quand même. Donc avec un système de tarifs bradés, de critères compréhensibles qui fait qu'il y a à peu près personne qui rentre dans les cases. Et même derrière, je trouve qu'il y a une logique productiviste que je trouve insupportable, parce que là il s'agit donc de 8 séances, c'est un peu l'idée, ça va pas bien, bon, tu vas faire tes 8 séances, puis après ça va aller mieux, tu vas retourner bosser, comme si ça fonctionnait comme ça, comme s'il n'y avait pas besoin d'un suivi, comme s'il ne fallait pas du temps pour se faire confiance, pour pouvoir dire les choses et vraiment régler des problèmes. Bon, le résultat des courses, c'est un budget de 50 millions qui, au final, a bénéficié à peu près 100 000 personnes, c'est-à-dire 0,13% de la population, qui en moyenne ont fait à peine 4 séances. Alors qu'avec tous ces moyens-là, en fait, on aurait pu, par exemple, embaucher 200 postes de psychologues de manière pérenne, et ça aurait eu un impact réel pour la population. Donc, à mon sens, il y a vraiment une absence de volonté politique aujourd'hui de remettre
d'investir en fait dans le temps long, c'est vrai pour le coup pour être transversal, c'est le transversal, et de redonner de l'importance à la parole et au lien humain d'une manière générale, parce que c'est ça un peu qui est détruit, ça rejoint énormément les témoignages que vous donniez à l'instant, et je pense que c'est vraiment le sens profond, et c'est un peu moi ma réponse à la question que je vous posais au début de qu'est-ce qu'on fait à nos jeunes. Je trouve qu'il y a une forme déjà de maltraitance par la peur, je ne sais pas si on peut parler de dressage, je ne sais rien, mais il y a vraiment un truc, les puces on les coince dans des filières, etc. Enfin, quelque chose vraiment autour de la peur et du stress qui me paraît très inquiétant et qui entraîne aussi une rupture, donc je le disais, dans le lien social, alors que, à mon sens, c'est justement l'antidote à tout ça. C'est parce qu'on est dans un collectif, c'est parce qu'on trouve une place dans un groupe, qu'on se sent plus fort. Pareil, ça rejoint la question des combats communs qu'on peut mener de manière transversale avec tout un tas d'acteurs. Et là, je fais le lien aussi c'est encore une fois, ça résonne avec ce que vous disiez, avec la question de la perte de sens, qu'on entend énormément dans les services publics, alors beaucoup dans la santé, mais pareil dans l'éducation nationale. Enfin, c'est quelque chose que j'ai tellement reçu toute l'année, même dans des secteurs dans lesquels je ne m'attendais pas à entendre ça, je le dis franchement. La question de cette perte de sens, qu'est-ce qu'il y a derrière les 3/4 du temps? C'est justement le manque de moyens, évidemment. Donc du coup, le fait qu'on travaille exactement en mode dégradé, j'adore ce terme, mais ça veut dire quoi? Qu'on a plus de temps pour l'humain, tout simplement. Il n'y a plus de temps pour la parole, il n'y a plus de temps pour l'écoute. Et elle est là, la perte de sens. C'est que du coup, on est déshumanisé en fait. Et je trouve que ça se retrouve énormément dans le vocabulaire. Ça, c'est un truc qui m'a choqué au début de mandat, justement à l'hôpital, aux urgences, justement où on m'expliquait, les soignants m'expliquaient que, par exemple, il y a une salle où on met c'est une forme de salle d'attente pour les urgences, et ça s'appelle un hub, et que du coup, on gère des flux. Voilà, il y a les box, on gère des flux de patients, et même un ambulancier qui me disait que sa hiérarchie lui parlait d'un paquet à aller récupérer, alors il s'agissait bien entendu d'un être humain malade à transporter. Je trouve que ça en dit très long sur l'évolution de notre situation, et c'est qu'on subit tous, pas seulement les jeunes, mais c'était là le point de départ de ma réflexion. Et je trouve que c'est pour ça aussi que je suis particulièrement honorée de discuter, de vous écouter aujourd'hui, parce que en fait c'est à mon sens exactement le sens de votre travail, vous les psychologues, c'est exactement ce que vous faites, la réappropriation du temps long, la parole, l'échange, l'écoute, retrouver la confiance en soi, en l'autre, qui permet justement de se projeter vers l'avenir. Et là, tout récemment, le collectif national des psychologues s'adressait justement aux députés, donc mes collègues et moi, pour demander justement, par exemple, la réflexion autour d'une loi cadre pour la prise en compte justement de la dimension psychologique dans tous les secteurs de la société. Et voilà, ça rejoint exactement le fond de ma réflexion. C'est-à-dire qu'on a besoin de se réapproprier tout ça, on a besoin en fait de remettre de l'humain, de la parole et de redonner du sens à tout ce qu'on fait. Et ça devrait être au cœur, à mon sens, de nos politiques publiques d'une manière générale et peut-être de manière encore plus urgente de nos politiques publiques envers la jeunesse. Je vous remercie.